mais t'avais tellement peur d'être infidèle que j'ai dit ça pour que tu te sentes mieux. Juste au moment où vous avez eu peur qu'il n'apprenne votre infidélité. En fait, c'est quand j'avais 10 ans, ma mère a grillé une infidélité de mon père. Il m'a trompé tout ce qu'il a pu, mais j'arrivais pas. Il m'a trompé. Alors, infidèle? Tu te souviens de ce film où Michel Simon disait « Regardez la femme infidèle ». Quand on parle d'infidélité, on pourrait se dire vu de loin, tous les hommes trompent, ou toutes les femmes trompent, ou alors je tombe toujours sur ce même type d'homme qui va être infidèle par la suite. On pourrait généraliser. La réalité, c'est que l'infidélité est un phénomène qui est complexe. Aucune situation ne se ressemble. Les motivations sont différentes en fonction des personnes qu'on va rencontrer. La chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'en psychologie, on peut estimer qu'il y a 4 grands types de profils. Et j'aimerais faire la vidéo la plus exhaustive possible pour que vous puissiez savoir dans quelle situation vous vous trouvez peut-être aujourd'hui. Et il y a des parties de cette vidéo qui vont vous correspondre, dans votre cas précis, et d'autres un peu moins. Ce sera à vous de faire le tri derrière. Alors, génial, la psychologie s'est intéressée à ça et c'est extrêmement bien documenté. On dit qu'il y a 4 types principaux de personnes qui vont tromper. Tout d'abord, c'est ce qu'on va voir dans la première partie tout à l'heure, il va y avoir ce qu'ils appellent le trompeur ponctuel, qui aura des remords. C'est-à-dire qu'en gros, il a fait un écart une fois et il s'en veut par la suite, qu'il le dise ou non. Vous êtes peut-être dans ce cas de figure. Si ce n'est pas ce cas-là, peut-être que votre partenaire est ce qui s'appelle un profil évitant, qui va tromper d'une certaine manière. Ou encore, dans la troisième partie, on verra que les profils anxieux, ceux qui sont dits souvent dépendants affectifs, peuvent également tromper. On pourrait dire qu'une personne qui est dépendante ne trompera jamais. Or, ce n'est pas le cas parce que ça peut arriver. Et dans la quatrième partie, on parlera des trompeurs chroniques, ceux qui le font tout le temps, qui peuvent être soit des gens blessés de leur enfance, c'est ce qu'on verra tout à l'heure, soit des pervers narcissiques, soit des manipulateurs. À la suite de l'étude de ces 4 profils, vous saurez discerner si la personne en face de vous a eu une tromperie suite à un comportement qui est dit réactif, ou si c'est une tromperie qui vient d'un schéma structurel. Cette personne est créée comme ça mentalement, et c'est pour ceci qu'elle trompe. Vous découvrirez aussi que chacun est dans ses propres illusions, chacun de ces 4 profils se crée une illusion mentale qui est différente. On verra en 5e partie que des problèmes de couple vont venir être des facteurs aggravants. Et en 6e partie, parce que c'est ça qui nous intéresse aussi et surtout aujourd'hui, on verra que dans certains cas de figure, si on met en place certaines choses, il est possible de faire changer une personne qui trompe et d'avoir un couple qui est complètement harmonieux. Ou alors que certaines phrases que vous entendrez vous montreront que cette personne ne changera jamais. Avant de démarrer cette vidéo, j'aimerais vous parler du sponsor de celle-ci qui s'appelle psychologue.fr, qui est un site que j'ai co-créé. Dessus, vous allez voir que vous pourrez choisir votre psychologue, faire des quiz pour savoir précisément dans quelle situation vous vous trouvez. Il y a une application sur laquelle vous pourrez avoir vos psychologues en visio ou en audio, ou encore même par message, comme juste ici. Votre psychologue vous accompagne au quotidien, chaque jour, que ce soit en vidéo, en audio ou par message. Vous n'êtes jamais abandonné ou laissé tout seul. Il y a toujours une personne qui est disponible pour vous accompagner. C'est votre psychologue dédié qui vous suit chaque mois depuis l'application. Vous avez un accompagnement par message vocal ou des échanges quotidiens et tu as des réponses qui sont rapides et personnalisées par un humain qui est diplômé. C'est annulable en un clic, il n'y a aucun engagement. On clique dessus, on choisit notre psychologue et on avance dans le parcours. On va voir aujourd'hui 4 profils dont je vous ai parlé juste à l'instant. J'ai demandé à Midjourney de me générer des photos de personnes qui trompent. J'ai pas spécifié homme ou femme. Il s'avère que à chaque fois, il a mis des hommes. Alors si c'est vrai que dans l'inconscient collectif, quand on parle de tromperie, on pense surtout à un homme, et au passage, ce qui a été vrai pendant, je pense, des centaines d'années, voire même des millénaires dans l'espèce humaine, aujourd'hui, les chiffres d'infidélité hommes et femmes se rejoignent, et dans ce petit delta qui reste à la fin, on a du mal à déterminer si c'est une différence parce que les femmes, par exemple, l'admettraient moins, ou si c'est parce que réellement les hommes tromperaient toujours un tout petit peu plus aujourd'hui. Mais que vous soyez un homme ou une femme, aujourd'hui les chiffres sont quasiment égaux. Donc là, dans les photos, on va prendre des hommes, mais tu peux être très bien trompé par une femme également. On va commencer par le trompeur ponctuel. Celui
qui, sans l'avoir prémédité, te trompe un jour. Par exemple, il va dans une soirée, il est un peu alcoolisé et ça se passe. C'est-à-dire qu'il n'avait pas prévu ça avant d'y aller et le lendemain, il peut avoir des remords. Attention, c'est pas pour autant que c'est une chouette chose, c'est pas pour autant que ça l'excuse, on est juste en train d'étudier des profils. On peut se dire oui, mais c'est peut-être parce que dans le couple ça se passait mal. En réalité, pas du tout. Selon une étude, 56% des infidèles ponctuels se disaient heureux dans leur couple. On arrive donc sur ce fameux adage qui dit l'occasion fait le larron. Ça s'est juste passé comme ça. Il y avait un repas d'affaires, il y avait un séminaire entreprise, ça s'est passé et ce n'était pas prémédité. Je précise que pour tout ce qu'on va voir aujourd'hui, j'ai mis toutes les études, il y en a une vingtaine en description de cette vidéo et j'ai préféré résumer le tout ici plutôt que ce qu'on se regarde ensemble une trentaine de PDF un peu compliqués. Mais si vous aimez les PDF compliqués, ils sont juste en dessous dans la description de cette vidéo. Donc ça signifie qu'on peut être trompé par quelqu'un qui ne l'a pas prémédité. Petit coup de fatigue, un peu trop d'alcool, une distance, un coup de cœur soudain pour quelque chose, ça peut arriver. Donc il y a un déclencheur qui est interne, j'ai trop bu, j'ai été fatigué, je manquais de confiance en moi, j'ai trouvé une personne qui était chouette, et il y a aussi ce qui s'appelle des déclencheurs situationnels, j'étais loin de chez moi, j'étais en vacances, j'étais dans un séminaire entreprise. Je prends l'exemple suivant, une personne, un homme ou une femme adore son conjoint, malheureusement il y a une soirée qui est trop arrosée, il y a peut-être aussi en parallèle une crise de la quarantaine, de la cinquantaine, de la soixantaine. Ça dérape, tentation passagère, puis il y aura des remords énormes après. Donc, je ne parle pas de ça pour dédouaner ceux qui font ça, mais pour comprendre la psychologie et voir comment est-ce qu'on agit par la suite pour réparer. Et savoir aussi si on veut réparer ou pas. Ce premier profil ne va pas faire ça de manière chronique et répétée. Ce profil-là également ne sera pas malveillant. Il ne fait pas ça pour te faire du mal, il fait ça parce que ça s'est passé comme ça. Il n'a pas forcément envie de multiplier les conquêtes par la suite. C'est arrivé une fois, il a aimé sur le coup, il s'en est voulu avec beaucoup de remords par la suite. Il n'a pas envie d'avoir une double vie et souvent, ils sont eux-mêmes surpris. C'est arrivé, sur le coup, ça paraissait logique. Le lendemain, ils s'en veulent. La phase 1, c'est le déclenchement. Ils sont pris à court par l'acte. La thérapeute Michelle Sussman dit que ça a été fait de manière ponctuelle, sans aucune intention particulière, et elle va aller plus loin que ça, elle dit que c'est incompatible avec leurs propres valeurs morales. C'est-à-dire que même eux, le lendemain, n'arrivent pas à comprendre comment est-ce qu'ils se sont retrouvés là-dedans. Ça peut être un homme qui va, par exemple, prôner la fidélité, qui va dire ça à ses enfants, qui va dire ça à sa femme, qui va dire ça à ses amis, et puis un jour, ça lui arrive. On arrivera donc sur un dilemme moral par la suite. On parle d'auto-illusion. Parce qu'à un moment donné, il faut se justifier. Soit on va se justifier auprès de son partenaire, soit on doit se justifier par rapport à notre propre morale. L'auto-illusion, qu'on verra pour chacun de ces profils, c'est qu'est-ce que je me raconte comme histoire pour lui donner du sens. Je prône la fidélité, pourtant j'ai été infidèle. Si jamais tu découvres ça, ou si cette personne vient te le dire, ce qui peut arriver, on va le voir juste après, elle pourra te dire par exemple, c'était juste une attirance physique sans aucune importance, et je te promets que ça n'arrivera plus. Donc cette personne essaye de rationaliser, a posteriori, tout ce qui s'est passé. La phase 3, qui va avec ce type de profil, c'est la culpabilité. Souvent sur le coup, c'était rigolo, on s'est amusé. Le lendemain, par contre, devant le miroir dans la salle de bain, on s'en veut. Et souvent, ce type de personne qui le fait une fois a une forte culpabilité. J'ai bafoué tous mes principes. Je vais à l'encontre de ce que je prône. Et à ce moment-là, généralement, il y a des remords qui sont sincères au fond de lui. Je ne dis pas ça, encore une fois, pour pardonner ce type de profil. Mais ça peut les hanter pendant longtemps. L'angoisse, généralement, il y a des conséquences. Si jamais ma partenaire le découvre, ou mon partenaire le découvre, alors dans ce cas-là, ça pourrait détruire notre couple et même notre famille, c'est des enfants. Je peux aussi décevoir mes proches. Qu'est-ce que tous mes amis, qu'est-ce que ma famille, qu'est-ce que la famille de ma femme va penser si jamais ils découvrent que j'ai été infidèle? Ça veut dire donc que je ne vaux rien. Et ça va créer un dilemme qui est très classique. Soit ils ne disent rien et ils vont garder seuls le poids de la culpabilité, soit ils ont des remords et finissent par se confesser avec potentiellement l'information qui va venir détruire leur couple. Ce type de profil va souvent reconnaître sincèrement ses torts. Ils s'excusent, ils sont désolés, ils tentent de se racheter, ils proposent des solutions, ils offrent des cadeaux, ils font profil bas.
Ils peuvent même proposer d'eux-mêmes une thérapie avec l'idée de retrouver de la confiance dans le couple, avec aussi venir étudier leurs propres fragilités, peut-être même les fragilités du couple, réparer ceci de manière à avoir une leçon de leur erreur et à ce que ça ne recommencera par la suite. Deuxième type de profil qu'on va étudier aujourd'hui, ce sont les profils évitants. Est-ce que si je vous pose la question, vous penseriez qu'un évitant trompe plus ou trompe moins? On parle bel et bien de personnes qui ne sont pas très à l'aise avec la proximité émotionnelle, qui ont du mal à se connecter émotionnellement à l'autre, qu'on se mette bien d'accord. Une personne qui est dite évitante a des sentiments. On se dit souvent, s'ils fuient, c'est parce qu'ils ne ressentent rien. La réalité, c'est qu'ils ont peur du lien. Ils ont besoin d'autonomie dans la relation. Ils ont du mal à faire confiance et surtout, ils ont du mal à dépendre de l'autre. Ils se disent, si je me laisse aller à entrer et à mettre tous mes sentiments dans la relation, je risque de souffrir. Et si on observe les chiffres des études qui sont sous cette vidéo, on se rend compte qu'une personne qui a un profil évitant a statistiquement un peu plus de chances de tromper qu'un autre type de profil. Alors tous les évitants ne trompent pas, on se met d'accord, mais un évitant a un peu plus de chances de tromper. Et la raison pour laquelle il va tromper son partenaire, c'est parce que ça lui permet de fuir un excès d'intimité. Ça lui permet de se dégager un petit peu de la pression de ce couple-là. Et donc, avec ce type de profil, on a un déclencheur qui est complètement différent. On a vu tout à l'heure que l'occasion faisait le larron. Pour une personne normale, c'est juste parce que c'est arrivé, parce qu'il était fragile, et c'est arrivé une seule fois. Là, c'est différent. Le déclencheur de l'infidélité peut arriver lorsqu'il se sent, dans sa tête, trop proche de son partenaire. Et c'est ça qui peut faire peur, c'est qu'en plus, une relation peut être harmonieuse, peut être très heureuse, mais parce qu'on se rapproche trop, parce qu'il y a un risque qu'il s'attache, il a peur, il va voir ailleurs. Il va donc retrouver son indépendance, il va retrouver de l'espace, et c'est un peu comme une soupape pour libérer la pression qu'il a dans le couple actuel. Par exemple, un évitant, que ce soit un homme ou une femme, se sent étouffé par les demandes affectives de son partenaire, peut-être même un partenaire qui sera attachement anxieux, et donc qui va avoir une aventure en parallèle, physique, juste pour garder l'indépendance. Le fait d'aller voir quelqu'un à côté lui permet de se désengager, un peu comme détruire doucement son propre couple, ou être moins impliqué dedans, et retrouver quelque chose de serein. Donc au moment où ça devient trop sérieux, le trompeur évitant se désinvestit un peu de sa relation principale et retrouve la sensation d'être libre. Je ne suis lié à personne de manière exclusive. Je retrouve donc mon calme. La justification dans le cas numéro 1 qu'on a vu juste avant, c'était « je suis désolé, c'était une attirance physique, j'ai trop bu, je ne sais pas ce qui s'est passé ». Là, la justification avec un évitant sera très différente. Que ce soit dans sa tête, dans son auto-illusion ou dans ce qu'il va dire, il va commencer par minimiser, parce que lui, dans sa tête, ce n'est pas très grave. Il dissocie souvent l'acte intime de ses émotions. Il peut penser, par exemple, au fond de lui, ce n'est qu'une relation intime, ça ne remet pas en cause les sentiments que j'ai avec mon partenaire principal. Et on arrive sur deux choses qui sont extrêmement importantes avec ce type de profil. Ils vont chercher des relations infidèles qui sont moins engageantes sur le plan affectif, c'est-à-dire en gros, on se voit juste pour rigoler, juste pour s'envoyer en l'air, et aussi, ils n'ont aucune intention de quitter leur partenaire actuel. Ce sont donc des relations d'infidélité qui peuvent durer beaucoup plus longtemps. Cette soupape de sécurité est utilisée à chaque fois qu'ils se sentent trop proches, qu'ils ont la peur de trop s'engager dans le couple. Dans la phase numéro 3, les remords seront aussi très différents. Leur auto-illusion, c'est-à-dire l'histoire qu'ils se racontent en interne, ce sera « j'ai juste un espace récréatif, je fais juste m'amuser, pour autant, ça ne remet pas en question mon couple ni mes sentiments pour mon partenaire principal ». Ça signifie donc que tant qu'ils ne sont pas pris, ils sont dans le déni du mal causé. Comprenez bien qu'ils ne pensent pas faire du mal à qui que ce soit en faisant ça. Pour eux, c'est juste s'amuser à côté. Il y a donc un sentiment de culpabilité qui est atténué. Et comme dans la relation principale, ils ont eu du mal à créer ce lien émotionnel, dans leur tête, c'est pas très grave. Ils ne sont pas réellement à fond dans le couple, ni réellement à fond détachés. Ils restent toujours dans cette espèce de limite. L'impression qu'on a sur un évitant, c'est qu'il est toujours plus ou moins à 5 mètres, mentalement. Jamais tellement dans le couple, mais jamais tellement absent non plus. Ça signifie également qu'ils peuvent poursuivre cette double vie pendant longtemps, sans se poser de questions.
Il n'y a pas cette espèce de truc qui les ronge à l'intérieur. Il n'y a pas ces remords qui sont insupportables. Non, pour eux, c'est une soupape de liberté. C'est pour se sentir mieux. Ça ne signifie pas qu'il y a aucune conscience du mal, parce que si jamais un jour cette infidélité devient explosée, si jamais tu trouves par exemple des SMS dans ton téléphone où tu le prends sur le fait, dans ce cas-là, ils peuvent être rattrapés par la culpabilité. Mais ça va venir après. Et c'est ça qui est compliqué à comprendre pour une personne qui est équilibrée, c'est qu'un partenaire évitant aime son conjoint à sa manière. Et il n'est confronté au regret que lorsqu'il est pris la main dans le sac. Il te voit en colère, il te voit pleurer. C'est là qu'il prend conscience de tout ce qui s'est passé. Mais il n'a pas anticipé cette souffrance. Il n'a pas pris conscience de tout ce qui allait en découler par la suite. Donc, malheureusement, oui, ce style d'attachement est un peu plus infidèle. Pour autant, attention, pas de paranoïa. C'est juste que statistiquement, tu gagnes quelques pourcents. Donc, je vous résume cette seconde partie sur les gens qui sont évitants. Il y a un terrain structurellement favorable à ça. On ne parle pas d'opportunité, mais on parle de déclencheur structurel. C'est un schéma de protection pour ne pas souffrir. Je dis ça encore une fois, pas pour les excuser, juste pour que vous compreniez. Certains évitants peuvent s'inscrire dans la durée, sur la double vie, et ils préfèrent souvent avoir une seule relation en parallèle à la fois. Donc, ils ne vont pas avoir 30 partenaires à côté, ils peuvent avoir une autre personne à côté pendant quelques mois, voire quelques années, mais un seul à la fois. Il n'y a besoin que d'une seule soupape de sécurité. Ce type de profil doit bosser sur lui, on en reparlera dans quelques instants. Il doit apprendre à tolérer la proximité émotionnelle. En gros, c'est bosser sur son style d'attachement qui est structurel, de manière à ne pas avoir besoin de cette soupape. S'il ne travaille pas dessus, à chaque fois qu'il sera trop proche de toi, il va déclencher son envie de fuite et d'aller voir ailleurs. On parle donc d'infidélité réactive à chaque fois que le couple se rapproche, et c'est ça qui est très difficile à imaginer, à chaque fois que ça se rapproche entre vous deux et que ça va mieux, l'autre va voir ailleurs. Alors, troisième type de profil qu'on va voir aujourd'hui, le profil attachement anxieux, qu'on appelle souvent attachement dépendant affectif, et c'est cet homme-là qui va être le dépendant affectif dans cette troisième partie. Dépendant affectif pour faire seul, lui, il a peur d'être abandonné. Autant l'évitant a peur d'être trop proche, il fuit. Dépendant affectif, c'est l'inverse. Il a peur en permanence d'être abandonné. Et on pourrait se dire, une personne qui a peur d'être abandonnée n'ira pas voir ailleurs. Et en effet, dans toutes les études que j'ai mises sous cette vidéo, on se rend compte que dans certaines d'entre elles, l'attachement anxieux, la dépendance affective, n'est pas vu comme un facteur qui pourrait prédire le fait d'être infidèle. Mais en poussant mes recherches un peu plus loin, on découvre d'autres études qui montrent que l'anxiété de l'abandon peut mener à des comportements infidèles. On parle donc de comportements réactifs ou compensatoires. Je vous explique tout de suite. Phase numéro 1, on parle des déclencheurs depuis tout à l'heure. C'est tout d'un coup, il y a une menace de manque. Mon partenaire a l'air fâché. Mon partenaire ne me répond plus. Mon partenaire semble me rejeter. Si ça se trouve, ton partenaire a juste mal au ventre. Mais dans la tête de l'attachement anxieux, tu te dis, s'il ne me parle pas, c'est qu'il ne m'aime pas. Tout sera interprété dans ce prisme. Alors que ton partenaire peut aussi bêtement être dans une réunion, avoir oublié son téléphone ou ne pas être disponible. Et ce déclenchement va être divisé en deux sous-cas. Tout d'abord, il y a moins d'attention de la part de ton partenaire, moins d'affection de la personne que tu aimes. Tu te dis à ce moment-là, j'ai peur d'être abandonné, ou je suis jaloux, ou je suis triste. Encore une fois, je revis l'abandon que j'ai depuis ma naissance. Et donc, dans ce cas-là, il y a un moment de vulnérabilité. Je pense que mon partenaire m'abandonne. J'ai besoin de soulager en moi cette douleur qui est atroce. Et donc, je vais voir ailleurs pour me sentir mieux. Par exemple, on va prendre l'exemple d'une femme. Une femme aurait un attachement anxieux, elle serait dépendante affective, et son homme travaille trop, il la délaisse. Et il y a toute cette angoisse d'abandon qui remonte en elle. Elle n'est pas bien. Et il s'avère qu'à son travail, il y a un collègue de bureau à 3 portes plus loin qui lui a du temps, qui lui écoute ses besoins, qui lui la réconforte et qui est un peu séducteur. Eh ben, elle va s'y attacher. Ils auront une relation adultère. Elle aura fait ça pour compenser le fait de se sentir abandonnée par son mari. Si ça se trouve, son mari était juste en train de beaucoup travailler, avait peut-être juste des soucis ou une maladie, ce n'était pas contre elle,
Mais son attachement anxieux fait qu'elle a interprété ça comme un abandon et donc elle va rechercher de réconfort ailleurs. Donc c'est un genre d'appel au secours affectif. Et là, souvent en coaching, on a la surprise. Un homme m'appelle, une femme m'appelle, me dit: «Mon partenaire était dépendant affectif et pour autant, il est parti voir ailleurs» et c'est ce qui fait que tu n'arrives pas à comprendre que l'autre te demande autant d'amour et t'en donne autant et puisse en parallèle aller simplement voir ailleurs pour aller mieux. Le cas numéro 2 du dépendant affectif, c'est la tromperie par peur anticipée. J'ai tellement peur que tu m'abandonnes que je vais aller voir ailleurs, j'aurai un plan B, qu'il soit consommé ou pas. On parle dans les études de mécanismes d'autoprotection maladroit parce qu'on dit dans ces études que cette personne pense se sécuriser en ayant un partenaire ou en ayant un plan B, alors qu'en réalité, ça vient détruire son couple. Donc, ce que tu penses qui va te sauver ou qui t'apporte du réconfort, bien en fait, tu es ta relation principale. Phase 2, le mécanisme de justification. Je vous parle de ça, de ces mécanismes de justification, de ces auto-illusions, parce qu'il faut bien comprendre que c'est ça qui pourrait bloquer la thérapie par la suite. Mais je vous en reparle dans un instant. C'est-à-dire qu'en gros, l'histoire que je me raconte si je suis infidèle peut venir mettre une zone d'ombre sur la réalité de ce qui s'est passé. Prenons l'exemple très simple à ce moment-là. Personne dépendante affective pourrait dire: c'est parce que tu m'as ignoré, c'est parce que tu ne m'as pas regardé que j'ai été voir ailleurs. Et si on regarde dans les faits, ça se tient. Le conjoint peut même se dire: mince, j'ai trop travaillé, j'ai délaissé ma femme, elle est partie voir ailleurs. Alors, si c'est peut-être vrai, ça l'est peut-être uniquement en partie. Et c'est-à-dire que ça a été amplifié par la dépendance affective. Et c'est là qu'en thérapie, on peut venir explorer et se demander jusqu'à où c'est vrai que ton mari t'a délaissé et jusqu'à où également c'est ton style d'attachement qui fait que tu interprètes mal chaque signal, qu'il soit amplifié par 10 ou par 100 et que tu te sens abandonné alors que dans les faits, tu n'étais peut-être pas si abandonné que ça. Et parfois, on entend aussi en thérapie ou en coaching qu'il y a avec l'amant une vraie connexion ou encore que cette personne est amoureuse de 2 personnes à la fois, ce qui est plus souvent un processus de sauvegarde, un processus de protection. On est encore une fois dans des auto-illusions et c'est ça qu'on doit traiter en coaching. Quelle est l'auto-illusion qui m'apparaît très crédible dans mon cerveau, mais qui en réalité cache autre chose en dessous? Alors chez le profil anxieux qui a peur d'être quitté, cette auto-illusion, elle dure un temps court, parce qu'en réalité, la conscience et le remords de la trahison arrivent un grand coup par la suite. Et là, c'est le retour de la conscience morale. Et c'est les profils qui ont les plus fortes culpabilités après coup. Donc ils se sont sentis abandonnés. Ils ont été voir ailleurs pour compenser leur état. Ils s'en veulent à fond parce que maintenant, ils ont extrêmement peur d'être quittés par leur partenaire principal et ça vient renforcer la peur de l'abandon. Donc à noter que toutes les études, là pour le coup, parlent de ça. Les personnalités anxieuses supportent très mal la culpabilité d'une infidélité. Et cette culpabilité qui est très spécifique, même si l'ont généralement tous, qui est encore plus spécifique à ce type de profil, elle peut même être paralysante dans sa vie. Parce qu'il y a 2 possibilités. Soit cette personne va venir se confesser parce que ce sera insoutenable, ou alors elle restera dans une angoisse pendant des mois ou des années en gardant ce fardeau sur elle. Et donc on arrive dans l'ironie de ce profil-là. Le trompeur anxieux a lui-même créé la menace qu'il redoutait. Il a amplifié la menace qu'il pensait soulager, avec des phrases qui peuvent lanter comme «Ce que j'ai fait est inexcusable, je suis un monstre». Donc on a dit tout à l'heure que chez les évitants, c'était quelque chose de structurel parce qu'ils avaient besoin de se détacher dans une soif de sécurité. Là, chez les profils anxieux, ce n'est pas structurel, c'est plutôt une réponse ponctuelle à une angoisse qu'ils ont eue dans le couple. Ça va arriver à un certain moment de votre relation quand ils se sentent en insécurité, quand ils se sentent abandonnés à nouveau et qu'ils ont besoin de compenser. Et beaucoup des infidèles anxieux, après coup, sont prêts à tout pour sauver leur couple et souvent ils y arrivent. On va parler maintenant du profil qui est peut-être le pire, c'est le trompeur chronique. Ce genre d'homme ou de femme va aller tromper souvent, tout le temps, et il s'en fiche des conséquences par la suite. On parle dans ce cas-là d'une habitude, c'est même un style de vie. En français, on peut dire parfois un don juan, en réalité, on pourrait aussi dire un pervers narcissique, ou encore on pourrait dire un conjoint toxique. À savoir qu'il y a une nuance fine déjà entre ces termes et le profil psychologique qu'il y a derrière, mais aujourd'hui, on va tous les regrouper en un seul. Il y a assez peu d'empathie,
Ils peuvent même s'en vanter auprès de leurs copains quand ils vont dans le bar du coin pour rigoler. Devine avec qui je suis sorti hier soir, je me suis fait elle, puis elle encore ce soir. Ils s'en fichent. Tac. Ils peuvent l'annoncer et même être fiers de ça. Il n'y a pas de réelle empathie. Ils s'en fichent que tu es mal, que tu souffres par la suite. Reprenons nos phases pour comprendre ce qui se passe. La phase 1, c'est le déclencheur. Il n'y a pas de moment précis. C'est une motivation interne permanente. Ils doivent séduire et coucher avec tout ce qu'ils rencontrent, avec toutes les opportunités. Il y a souvent besoin de dominer dans la relation, une question d'impulsivité aussi. Et dès que la passion initiale dans votre couple est retombée, ils sont repartis ailleurs, tout en restant souvent dans le couple. Beaucoup d'entre eux adorent le frisson, de la conquête, de la nouveauté, de ce qui va se passer pendant quelques semaines, et après ça, ils s'en lassent et ils partent. Et ils passent à une autre par la suite. Que ce soit une par soir ou une tous les 3 mois, les conquêtes s'enchaînent. Pour eux, toutes les occasions sont bonnes pour y aller. Ça peut être un ou une collègue qui est attirante, une rencontre sur un site, sur leur téléphone portable, quelqu'un qu'ils ont croisé dans une soirée récemment, tout le monde peut y passer. Ils sont toujours à l'affût d'une opportunité. Si jamais tu les prends sur le fait, tu leur demander une justification, tu remarqueras qu'il n'y a aucune remise en question. Et au passage, ils peuvent même te dire des choses comme de toute façon, un homme n'est pas fait pour la monogamie. Et s'ils ne te le disent pas à toi directement, ils peuvent dire ça à leurs copains. Ou encore, sur le ton de la blague, tant que ton partenaire ne le sait pas, alors ça ne le blesse pas. C'est pas vraiment une tromperie. Ou encore, je mérite vraiment de m'amuser parce que j'ai une vie compliquée. Ou encore, c'est la faute de mon mari, c'est la faute de ma femme. S'il ne s'était pas comporté comme ça, j'aurais pas eu besoin d'aller voir ailleurs. Il y a une tendance à blâmer l'autre et on peut même aller jusqu'à l'extrémité du spectre dans tout ce qui est personne perverse narcissique avec l'autorisation de tromper. C'est-à-dire qu'à toi, ils vont t'imposer d'être fidèle, de rester à la maison. Eux, par contre, c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais. Ils peuvent tout s'autoriser par la suite. Pour ce type de profils qui sont peut-être les pires, comme on peut s'y attendre, il n'y a pas de conscience de faire du mal. Il n'y a pas vraiment de connexion de couple d'ailleurs. Et il n'y a pas non plus de culpabilité. C'est-à-dire qu'un jour, tu peux le découvrir, ils s'en fichent. Ou alors ils vont dire que c'est bien de ta faute, que c'est bien fait, que tu avais qu'à te comporter différemment. Les psychologues, dans les articles que j'ai mis ci-dessous, disent ce type de menteur infidèle est un opportuniste égoïste et narcissique superficiel. Et ce sont des gens qui ont un profond vide intérieur et qui viennent essayer de combler ce vide en ayant des relations avec le plus de personnes possible. L'infidélité chronique, elle a 2 axes généralement. Comme on vient de le voir, c'est combler ce vide par des stimulations externes constantes et aussi, en parallèle, fuir l'angoisse de se confronter à ses propres vulnérabilités, à son propre vide interne. Donc ce comportement d'infidélité, dans ce type de profil, est structurel, c'est son identité, c'est délibéré et assumé, que ce soit face à toi, et peut-être qu'à toi il te le cache, en tout cas face aux autres, c'est public, il le dit. Nous avons vu plusieurs types de profils aujourd'hui. Si jamais tu as un problème avec un partenaire infidèle, tu dois savoir déjà à peu près dans quelle catégorie il se trouve. On va voir en quoi les problèmes conjugaux peuvent venir en rajouter et peuvent venir être des déclencheurs pour chacun de ces profils et aussi comment faire par la suite pour résoudre ça en couple. Dans la littérature, dans les livres de psychologie, on voit qu'il y a des choses qui ne nous étonnent pas aujourd'hui qui peuvent aggraver, qui peuvent déclencher chacun de ces profils. Par exemple, un manque de relation intime ou encore une routine extrêmement classique ou encore des crises récurrentes, des disputes. Dans ce cas-là, le psychologue Jean-Claude Maes dit c'est les symptômes d'une maladie, le fait de tromper, la maladie étant la crise du couple. Voyons ensemble comment est-ce que ces problèmes conjugaux vont venir impacter chacun des profils. Si jamais ça se passe mal dans ton couple, sur l'infidèle qui est dit ponctuel, le premier qu'on a vu, le fait qu'il y ait une insatisfaction dans le couple, plus certains scénarios comme une sortie en boîte avec des copains, une soirée alcoolisée, un séminaire d'entreprise, la crise, les problèmes de couple, plus le hasard des rencontres font que ça pourra arriver. Donc typiquement, un partenaire qui se sent délaissé ou frustré, parce que depuis quelque temps, ça ne marche pas, se dit je vais résoudre ponctuellement mon problème de couple en allant voir ailleurs, tout en évitant de résoudre le problème en interne. Ensuite, pour le profil anxieux, son partenaire évitant est souvent loin, il se sent abandonné, il a du mal, il va faire des crises de couple, il va montrer de la jalousie, il va l'engueuler pour que l'autre soit plus souvent présent, il va demander de la réassurance, s'il l'a pas, il va faire des crises, et si ça dure dans le temps, il va chercher, comme on l'a vu tout à l'heure, du réconfort ailleurs.
L'infidélité pour le profil anxieux, c'est une tentative maladroite de calmer sa propre insécurité et comme on l'a vu, ça va venir empirer le problème par la suite. Le profil évitant qui a du mal avec le lien amoureux, avec la connexion. Dès qu'il y a des tensions, il va éviter la confrontation. Il va se retirer. Trop d'amour égale problème, confrontation égale s'engager égale problème aussi. Il doit en partir. Et donc, il peut trianguler avec une liaison qui va durer, par exemple, pendant des mois à côté. C'est déjà compliqué dans mon couple, on m'en demande trop, ça me met la pression, je vais voir ailleurs. Les problèmes de couple et le fait d'aller voir ailleurs vont lui permettre de garder la bonne distance qu'il souhaite suffisamment loin pour ne pas être atteint émotionnellement. Et sur le dernier profil, qui sont les trompeurs compulsifs, ceux qui trompent tout le temps, il n'y a même pas besoin de dispute pour ça. Dans tous les cas, ils iront voir ailleurs. Alors, comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir? Parce qu'il y a une seule question réellement à cette vidéo, c'est est-ce qu'une personne infidèle peut changer? Est-ce qu'on peut changer le schéma d'une personne qui nous a trompés? Est-ce qu'on peut retrouver le lien de confiance? Je vous fais une réponse qui est très simple et je vous rappelle qu'il y a le lien vers psychologue.fr pour être accompagné tout le long là-dedans. La première question à se poser, c'est est-ce que mon partenaire veut changer? On a vu qu'il y avait une étape où la personne s'auto-convainc d'autre chose. Une fois que c'est passé, une fois que tu as montré qu'il y avait un problème, on ne peut pas forcer l'autre à changer. Tu as pleuré, tu as crié, tu as peut-être jeté toute la vaisselle de ta grand-mère par terre, tu lui as montré que ça n'allait pas, que sa justification n'était pas suffisante. Est-ce qu'il a envie de changer? Tu l'as peut-être parlé une fois ou deux. Allons voir un psychologue de couple ou on va en voir chacun notre tour. Est-ce que tu as envie de ça? Une fois que tu l'as suggéré, tu ne peux pas forcer l'autre à voir un psy. Si l'autre ne veut pas changer, il ne changera pas. Et ce premier point est crucial parce que s'il n'a ni remords, ni envie sincère de changer son comportement, alors dans ce cas-là, il y a assez peu de chances qu'on aboutisse à une réparation du couple. À noter que parfois, l'autre te dit en face, ne t'inquiète pas ma chérie, c'était juste une erreur, je te promets que je vais changer, mais il n'a pas la volonté réelle. Donc tu dois sentir qu'il y a une vraie envie de la part de l'autre de modifier son comportement et que ça ne se reproduise plus. Et une bonne compréhension, que ce soit avec un thérapeute ou tout seul, bonne compréhension du problème. Voici ce qui m'a poussé à te tromper, je m'en excuse, j'ai compris mon scénario, je vais changer mon fonctionnement pour que ça n'arrive plus jamais. Deuxièmement, idéalement, il doit vouloir être accompagné. C'est-à-dire que on est dans notre propre angle mort. L'histoire qu'on se raconte n'a souvent rien à voir avec nos propres déclencheurs. Je pense que je te trompe car tu m'as ignoré, peut en fait cacher en dessous de tout ça mon insécurité interne, le fait que je sois anxieux, interprète tout comme le fait que tu m'ignores, et donc tout seul, je vais compenser mon anxiété en allant voir ailleurs. Et pour ça, si je ne suis pas accompagné par un psychologue, ça va être compliqué. Nous sommes dans notre propre angle mort. On ne voit pas notre propre comportement. Et donc, idéalement, t'accompagner par un professionnel qui va répondre à des questions très simples. Pourquoi est-ce que cette personne t'a trompé? Qu'est-ce qu'elle cherchait exactement dans cette aventure? Quelles sont les blessures? Quelles sont les croyances qui l'ont poussé à aller là-dedans? Et on va aller explorer les racines du comportement. Florentine Donois-Wang dit, si on prend le temps d'explorer les racines de ces comportements, il est parfois possible d'envisager une guérison de la relation. Oui, c'est du travail. La guérison, le thérapeute va mettre en lumière les blessures d'attachement de chacun. On va voir aussi ce qui se passe dans le quotidien et quelles sont les choses qui pourraient être corrigées. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que le fait d'avoir un attachement insécure, comme anxieux ou évitant, ce n'est pas une fatalité. Ce sont des choses qui peuvent se changer avec le temps. On peut même amoindrir à défaut de l'éradiquer complètement. Par exemple, en thérapie individuelle, un profil évitant peut apprendre à mieux tolérer la proximité. Il peut aussi apprendre à dire attention, on est un peu trop proche, j'ai besoin d'aller me balader. Quand je dis balader, c'est pas se balader chez la voisine, bien évidemment. Ça prend du temps, ça nécessite du travail, et donc on fera ça soit sous la forme de thérapie conjugale, soit chacun après l'autre, on ira voir le thérapeute. Voici plusieurs choses qu'on va devoir traiter pour que le couple se fasse confiance à nouveau. Il faut bien savoir que la confiance, ça met du temps à se recréer. Donc c'est un travail de longue haleine, un travail de patience. Même si le thérapeute aide à faire que ça aille mieux directement, on va quand même bosser dans le temps pour que cette confiance revienne.
Il faut donc de la transparence et de l'honnêteté de la part des deux. Il faut que les deux comprennent les schémas de ce qui s'est passé. Il faut qu'on puisse gérer les tentations. Si par exemple, tu sais que ton Jean-Mich te trompe à chaque fois qu'il va en boîte de nuit, ben Jean-Mich n'aura plus le droit d'aller boire de la vodka en boîte de nuit avec ses copains et copines. Il devra rester à la maison. On fera d'autres types d'activités. On boira moins ou on ira moins dans ce fameux bar où ça se passe à chaque fois. On va aussi s'arranger pour renforcer le couple. Par exemple, il y a des statistiques qui sont claires. Lorsqu'on améliore le niveau d'intimité d'un couple, dans ce cas, il y a moins de tentation d'aller voir ailleurs. Et puis ensuite, on aura de la patience. Voilà mes amis, j'espère que ça a été utile pour vous. Je vous mets toutes les sources juste en dessous de cette vidéo. Je vous mets aussi le lien vers psychologue.fr si vous souhaitez des renseignements et on se retrouve très prochainement. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires juste sous cette vidéo. J'ai hâte de lire vos histoires. Salut à tous, bye.